Hello, welcome back guys to my channel. Here's my second video as I promised, and we're going to talk about politics and any news that I deem to be important. First up, Senegal. So as you all know, Senegal has elected a new president, Bassirou Diomaye Faye. But what does he stand for, who he is, and actually how come is he the new president of Senegal? So that's I'm going to develop that in the next a few seconds. Also, I'm going to be analyzing, I think, some comments have been made by one of our leading figure in diaspora in Cameroon about the same election, and I'm going to be trying to establish some sort of similarities to the Cameroonian situation, and hopefully from that we can draw up some conclusion and what needs to be done for a brighter and better future for Cameroon, a future for the many but not for the very few. Here we go. So as I said, Bassirou Diomaye Faye is the new elected president of Senegal. He was actually one of the lieutenants of the main figure, one of the guys that I really like, that are called Ousmane Sonko. His name sounds so good. Ousmane Sonko. He was the main challenger of the current, now I can say, former serving president Macky Sall. And he's been challenging him on all levels, all frictions, every single opportunity that he had. He was literally challenging I would say, the management of the former serving president. But how did he do that, and where did Bassirou Diomaye Faye come into action? So the whole idea is, remember that Ousmane Sonko is the leader of one of the leading political party from the opposition, which is called PASTEF, and he's been actually bringing forward the mismanagement handled or carried out by the former serving president Macky Sall and his current administration, specifically when it came to he brought issue about corruption, how the country was losing so much money, how contracts were being I would say handed out through friends. We call it the gray. I can't remember the right word in English, but it's all about not allowing competition to be carried out, and therefore for the best option for the country to be taken in order to carry out any sort of contracts that needed to be done. So it was about corruption. It was also about what we call favoritism. So it was all about choosing people that are close to us, and literally establishing into big positions. And these are among which the main issues that he literally put forward as a deputy, as the leader of the political party in Senegal, and then he decided to put his candidature forward in order to be the next president. But remember, he was not a peaceful sail. He was very difficult. He had to come across several hurdles, among which he was accused of rape. Imagine a deputy, the leader of the opposition, so to speak, was accused of raping his massagist. Can you believe that? His massagist. Somehow, when you are a leading political figure, you should have advised getting a massage by a woman. I don't know about any other gender, by a woman. So, and obviously so this is where, I mean, what I would say, the difficult path towards the quest of the presidency start from, because obviously the current serving president, who is now gone, literally started to kind of knock him down by accusing of anything, among which, like I mentioned earlier, so the justice system appear in that very situation to have been corrupted. And it comes down to the same issue that I raised at the beginning of my correction, just having people that are close to you in order to serve you but not the country. And in Ousmane Sonko case, that was so visible, that was so revealing
in that sense. So he had that first issue, and since that first issue wasn't enough to put him away or to prevent him from running for a presidential campaign, he was accused of stealing a phone. Can you imagine another, I would say, bollock sort of accusation? And because the justice system, I would say, let's not say the justice system, but let's say some magistrates serving under the justice were affiliated to the former president, which was Mackay. It was actually put away. And this is where what I called the joker, or I would say the ace in my sleeves, or maybe the real striker comes in, which was Bashiru Diomaye Faye. Because what he did literally is to support his leader Usman Sonko within that quest into achieving that goal. And as his leader was being put away by Bullock's, I would say, accusation, he literally stood forward not only as the new leader of the opposition, but also as the new candidate who will be conquering the presidential election. And that's what he did. And the same procedure kicked in. The same candidate, the same president, Macky Sall, tried to put him away, and definitely he went to prison. And this is literally the whole story of Usman Sonko and Bassirou Diomaye Faye, who is now the new president of Senegal. But remember, during this unfolding of events, the people step up. The people step up. The people decided to be involved. Why? Because at those crossroads where the two favorites candidate for the election, for the presidential election, were being put away, the people decided that it was not going to happen. They said to themselves, we need to fight for what we deem is right. We need to fight for the future we want. We need to fight for the future of the generations to come after us. And that's why they involved themselves. And by involving themselves, they went out, like they literally rolled in the streets, and they had to respond by violence, which is not something I'm advocating, but I truly believe that when you are faced with violence, the only response has to be a higher violence, because you are faced with two choices: either you die or you literally survive by fighting. And that's what the Senegalese people did. People died during those, I would say, manifestations, during those revolts after the two main candidates were put away. People died. And then after the confrontation between the army and the people, the president decided to step back and literally stop his campaign, which was made of changing some of the constitution articles in order to allow him to stay in power longer or after his current term. So the whole story about this situation is that when some of the leaders were put away, or the main leaders were put away, since the people were behind them, they literally fought. And remember, some people died within that fight. Many actually died. So also this part of the story, of this amazing story, is that people actually die for this, I would say, this democratic system, at least at the head of the state, so to speak, could keep being continued in that sense. So that's one of the story that we need to kind of remember for it. And also we need to give credit to not only the past death, or the tandem of Usman Sonko and Bassirou Diomaye Faye, who stood up when he was meant to, but also to some Senegalese institutions, because when it came to actually, I would say, reading the law, or actually I would say applying some of the main law, they did apply the main law. When the election was actually carried out, the main leader, the votes were carried out properly, no complaints. People were happy with the way the vote was actually set up, and the losing candidate actually congratulated the winner, in this case Bassirou Diomaye Faye, or we could say Usman Sonko,
before the results were actually given by the the constitutional court. So this is such an improvement in the democratic process when it comes to actually, I would say, giving the results from an election campaign. And this is a lesson that we all could learn in our respective countries when it comes to actually acknowledging who is the winner and allowing the, I would say, the transitioning from one president to another to happen peacefully. So I thought it was kind of important to actually relate or to notify or to highlight of these main event as they appear to be the main core of the whole story that crown Usman Sonko and Bashiri Diomaye Faye as, I would say, the new president of Senegal. So this is my take, and these are the main things I thought it was kind of important to notice. And now I want to talk about the take from one of the leading figure. I mean, yeah, she's seen as one of the leading figure in the political field in not only the diaspora but also in Cameroon. And I would say her name. I want to talk about the take of Nathalie Yam. So Nathalie Yam, c'est une Camerounaise d'origine, j'entends. Enfin, je crois. Mais je sais qu'elle est camerounaise. Elle a au moins son Camerounais. Après, j'oublie totalement ses origines. Mais elle est suivie par des milliers d'Africains, de milliers de personnes, autant pour moi, à travers le monde. Et après la candidature, ou alors après la victoire, autant pour moi, de Bassirou Diomaye faire l'élection présidentielle, j'ai trouvé qu'elle envoyait un petit coup bas à notre leader. Ou alors au leader, ce sont que mes propos. Au leader de l'opposition camerounaise. Et en plus, je crois que mes propos sont justifiés par le pseudo, je veux dire, ranking, le pseudo-ranking du gouvernement camerounais au soir de l'élection présidentielle 2018. Parce que Maurice Kamto, qui s'est réclamé le président élu, estime, autant pour moi, qu'il a gagné les élections. Mais le président, enfin, la Cour constitutionnelle camerounaise l'a proclamé deuxième de l'élection présidentielle. Donc, de par sa position deuxième, il apparaît comme être le leader ou encore la figure de proue de l'élection présidentielle camerounaise jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au moment où il y aura de nouvelles élections. Donc, dire qu'effectivement, elle a envoyé un coup bas au professeur Maurice, au MRC autant pour moi, et au professeur Maurice Kamto, qui est la figure de proue de cette opposition, n'apparaît pas comme être un coup bas. Mais pourquoi je la relève? Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de Camerounais, de figures importantes de la diaspora, et même nationalistes qui n'arrivent pas à se prononcer clairement quant à la situation camerounaise. Moi, je me prononce. Et chacun doit pouvoir faire son choix. J'estime qu'effectivement, on est dans un pays qui manque de beaucoup de choses. Je veux dire, un pays totalement invisible comparé à ce qu'il était avant. Et j'estime que c'est le résultat de plus ou moins, je vais dire près de 60-80, donc 60-80-20, je dis près de 62 ans, ou alors 64 ans de gouvernance. Et c'est-à-dire gouvernance mixée entre Ahidjo et Paul Biya. Donc, je crois qu'on doit dire qu'au fait, l'héritage du Cameroun jusqu'à ce jour, ou alors récemment, est la combinaison de la gestion de deux présidents qui, pour ma part, ont plus ou moins, non pas plus ou moins rempli, ou alors ont totalement échoué dans leur devoir, ne serait-ce qu'au sommet de l'État. Et donc, au soir de l'élection présidentielle sénégalaise, ou alors quelques jours plus tard, Madame Nathalie Yams a fait une sortie où elle estimait que après l'élection sénégalaise ratée de 2018 ou 2019, autant pour moi, elle estimait que la démarche qui avait été entreprise par les leaders, Ousmane Sonko, par le leader autant pour moi, Ousmane Sonko, et qui était l'implémentation de son parti à travers le territoire, le fait de la formation des Sénégalais en général, le fait de la conscientisation
accrue, de manière à ce qu'ils pourraient s'investir davantage dans le processus électoral éventuellement qu'on a vu récemment. C'est toute cette entreprise qui a conduit à ce que le PASTEF est aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye comme président de la République au Sénégal. Et là où le bas blesse, c'est qu'elle n'a pas manqué de dire cette fameuse phrase et qui a suscité beaucoup d'émoi ou alors beaucoup de reproches sur la sphère cybernétique. Je vais dire non seulement camerounaise, mais je dirais même internationale. Parce qu'elle a dit, au lieu de se proclamer comme président élu ailleurs, il faudrait euh, éventuellement suivre l'exemple de Bassirou Diomaye Faye ou alors d'Ousmane Sonko. Et j'estime que c'est le propre de certains leaders de pro de la société camerounaise. Je pense notamment à quelqu'un pour qui le talent n'est plus à discuter, Alain Foucault, qui est une figure, qui est un journaliste brillant, mais le traitement de l'actualité politique camerounaise par rapport au traitement de l'actualité politique africaine et même internationale, on a tendance à croire qu'il y a du deux poids, deux mesures. Et dans cette prise d'opposition de Nathalie Yam, c'est exactement ce qui a été, je veux dire, c'est ce qui a été analysé. Ou alors c'est ce que, je veux dire, c'est le relais, ou alors c'est l'entendement, la compréhension que je fais de ces propos. Et je trouve que c'est de nature à casser davantage la dynamique qui est mise en place pour pouvoir essayer de créer des forces de changement qui pourraient éventuellement conduire au Cameroun tous que nous vivons, que nous voulons, au Cameroun où effectivement il y a des soins de santé pour tout le monde, ou alors les gens moins nantis pourraient bénéficier d'une allocation sociale qui leur permette de vivre décemment, ou les transporteurs pourraient bénéficier d'infrastructures de transport nettement plus à même afin de mieux vaquer à leurs occupations, où la destination Cameroun fait plaisir parce que ce sera un pays qui non seulement de par sa diversité, de par sa compétence, constitue à l'attrait des investissements étrangers, mais aussi favorise forcément de par les lois qui auraient été prises sur le plan national, le développement d'un certain tissu industriel et qui contribue simplement à tirer le pays vers le haut. C'est effectivement ça que je déplore de la part, notamment dans ce cas de figure de Nathalie Yam, parce que j'estime effectivement que elle a extrêmement raté le coach sur ce point. Et de surcroît, je ne crois pas l'avoir entendu lors de la dernière élection présidentielle, quand il s'agissait au fait de dénoncer les prises de décision du Conseil constitutionnel, de dénoncer effectivement le fait que tous les membres du Conseil constitutionnel étaient choisis par un même parti, de dénoncer l'extraction arbitraire des leaders je veux dire, non seulement des militants du RMC, qui effectivement avaient marché les mains nues et n'avaient rien détruit, mais qui pour certains ont ripé de 7 ans, voire de plus. Je pense notamment à Bibou Nissak, à Alain Foguet, à Wassou Mispa. Je pense de tous ces anglophones qui croupissent toujours dans les prisons juste parce qu'ils ont demandé de meilleures conditions de vie. Et j'estime que c'est ça là où le bas blesse. Et c'est pour cela qu'éventuellement leur écho, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international, n'est pas aussi prononcé qu'il devait l'être du part du traitement biaisé de la situation camerounaise comparée aux autres situations africaines. Donc pour ma part, j'estime qu'il est important d'avoir un regard froid et d'analyser les choses telles qu'elles sont. Le Cameroun est un pays qui se meurt et je suis plutôt content qu'il y ait un certain éveil, une certaine conscience quant à s'approprier son devenir et de tout faire pour qu'éventuellement 2025 soit le début d'une nouvelle ère. Donc, en grosso modo, voilà les deux sujets dont dont je voulais totalement parler dans cette vidéo pour relayer l'importance de certains de nos leaders à traiter de certains sujets et pour aussi relayer, je vais dire, cette nouvelle ère que la victoire sénégalaise en particulier et la victoire africaine en général, je veux dire, cette nouvelle ère qui s'ouvre à nos yeux et qui nous permettra éventuellement de nous approprier totalement notre destin
après les combats de nos aïeux. Donc c'était ça le point de ma vidéo ce soir avec vous. Et avant de vous laisser partir, parce qu'effectivement, j'ai dû faire des notes, je vous dis, moi, mon aim, c'est The Good Student. J'étais pas forcément un bon élève, mais j'ai toujours voulu être un. Et donc, il n'est jamais trop tard. Alors, j'ai fait des petites notes et il y avait juste certaines conclusions que je voulais émettre en fonction de ces deux vidéos. La première, c'est que il faut toujours s'investir. Je veux dire, ne pas s'investir. Je veux dire, la politique façonne le développement, les décisions prises au sommet de l'État, qui est en fait les décisions prises sur les particuliers et leur vécu au quotidien. Donc s'investir, c'est la clé. S'investir, s'impliquer autant pour moi, c'est le début de la solution. Et dans l'implication, il y aura totalement des difficultés. Et la difficulté commune que j'ai pu relever dans toutes les batailles politiques, autant pour moi, c'est que les leaders, malheureusement, ils ont tendance, ou alors ils n'ont pas tendance, ils passeront par la carte prison. Nelson Mandela, Maurice Kamto, Ousmane Sonko et bien d'autres. Donc, je veux dire, face aux pouvoirs dictatoriaux, la justice sera forcément instrumentalisée pour pouvoir servir les intérêts d'un vassal ou alors d'un vassal reptilien, comme dirait un professeur que j'aime bien. Et l'autre chose, pour finir, c'est que en tant que leader d'un parti politique, il faut toujours occuper la scène. Il faut toujours rester dans la course. Il faut toujours se faire entendre. Malgré le fait que Ousmane Sonko et Bassirou Faye étaient emprisonnés, le parti fonctionnait. Il y avait toujours des positions qui étaient à la fois relayées à travers l'Assemblée, à la fois relayées sur les antennes télé, à la fois relayées à travers les populations, de manière à ce que cet éveil de conscience puisse rester constant et éventuellement se transformer à travers les agissements des populations et se concrétiser en victoire comme on l'a vu aujourd'hui. C'est la conclusion que je voulais émaner à travers cette vidéo. L'autre chose pour finir, c'est qu'éventuellement j'ai acheté ce livre, The Architect of Disaster. Ça parle uniquement de pourquoi il y a la déstabilisation de l'Afrique. Je lirai ce livre éventuellement, je dirais pas d'ici la semaine prochaine, je suis assez lent quand il s'agit de lecture et j'ai du boulot ces derniers temps, beaucoup de boulot personnel et tout. Donc je me donne un délai de 2 semaines pour essayer de le finir max et je vous ferai un résumé d'après ce que j'ai compris, le parallèle qui pourrait se trouver à travers l'Afrique et pourquoi il est important de s'éveiller totalement. J'aimerais finir c'est vrai que j'ai déjà dit ça plusieurs fois, j'aimerais finir sur ces mots de Bassirou Diomaye Faye, du président Bassirou Diomaye Faye, autant pour moi, qui disait qu'il est le candidat de la rupture systémique. Donc, il est le candidat de la rupture systémique. Et s'il est le candidat de la rupture systémique, eh bien, ça veut dire qu'il a compris cette phrase de Barack Obama, qu'aujourd'hui je déteste, enfin, pas que je déteste personnellement, mais qu'aujourd'hui que j'estime être la plus grande aberration de l'élection américaine et éventuellement mondiale pour nous, les Noirs, en général. Et ça veut dire qu'il a compris cette phrase de Barack Obama après son élection de 2008, quand on lui avait posé la question de savoir qu'est-ce qui est important, que veut dire, quel est le boulot le plus important à vos yeux. Et il avait répondu en disant ceci, et je vais le dire en anglais, the most important office is the office of the citizens. Le bureau le plus important, ou alors dans une certaine mesure, le boulot le plus important, c'est le boulot des citoyens. Il s'agit de servir les citoyens et de pouvoir réaliser leurs aspirations. Alors d'après vous, qui peut réaliser les aspirations du Cameroun en 2025? Le président actuel ou alors éventuellement le challenger de l'opposition? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et ce fut un plaisir de partager avec vous une fois de plus sur cette vidéo. The Good Student, we'll be back next week. Thanks.